Information sur RTI1. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire ouvre les festivités du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Initié par le groupe Magic System, c'est une 17e édition qui sera une plateforme d'éveil sur le civisme et la sécurité routière. Civisme et sécurité routière sont les maîtres mots en ce moment dans la ville de Daloa. La mairie se lance dans une grande opération de lutte contre les stationnements anarchiques et les marchés improvisés. Une action qui rencontre l'assentiment des forces vives de la ville. Le témoignage dans ce journal. Et puis l'actualité internationale marquée par ces relations qui s'enlisent entre Paris et Alger. En l'espace de 48 heures, les deux chefs d'État ont procédé à des expulsions mutuelles de 24 de leurs agents diplomatiques et consulaires. Direction Marcory, Anoumabo. Le FEMUA fera encore vibrer la ville d'Abidjan. Le célèbre festival des musiques urbaines d'Anoumabo est ouvert cette année par le vice-président de la République. La 17e édition se veut être une tribune d'éveil de conscience sur le civisme et la sécurité routière dans une communion culturelle avec la Guinée, pays invité d'honneur. On le voit avec Mahama Traoré. Il est 16h ce mardi. Quand Thiemo Komeïlie Kone fait son entrée dans la cour de l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, le vice-président de la République vient procéder à l'ouverture officielle de la 17e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, village de la commune de Marcory, désormais célèbre grâce à ce festival annuel. Chaque année, ce festival draine des milliers de monde à Marcory. Et tous les grands artistes de renom rêvent d'accrocher ce festival à leur palmarès. C'est dire combien ce festival est devenu grand et important. Merci au groupe Magic System pour ce coup de maître. Lancé en 2008 par le groupe musical Magic System, le FEMUA s'intéresse au fil des années à des thématiques majeures. Cette 17e édition traite du civisme et de la sécurité routière. Organisateurs et partenaires entendent ainsi réduire le nombre de morts causés par les accidents de la route. Chacun d'entre nous, en tant que citoyen, conducteur, piéton ou simple témoin de la vie quotidienne, a un rôle à jouer. C'est à cela que le FEMUA veut contribuer en mettant la musique et la culture au service de cette noble cause. Oui, la musique, au-delà d'être une source de divertissement, est un puissant levier de sensibilisation. À travers les rythmes et les paroles, elle éveille, instruit et mobilise. Merci enfin pour l'opportunité que vous nous offrez, que vous offrez au gouvernement, de porter encore et encore le message de la nécessité de sauver leur vie aux jeunes qui, d'année en année, se réunissent par milliers lors du FEMUA. Le Ballet national de la Guinée, en prestation lors de cette cérémonie d'ouverture, tel un avant-goût de ce que le pays invité d'honneur promet aux spectateurs. Plus qu'un festival, le FEMUA s'est imposé au fil du temps comme un pont de raffermissement des liens entre les peuples. La désignation de la Guinée comme pays invité d'honneur n'est pas un geste anodin. Elle est hautement symbolique et vient témoigner de l'amitié indéfectible, des liens séculaires et de la fraternité culturelle entre nos deux nations. Avec la Guinée, d'autres projets de coopération sont d'ailleurs à venir, en particulier avec le marché des arts et du spectacle d'Abidjan et la Biennale internationale de la percussion en Guinée. Ce festival incarne enfin un formidable trait d'union entre les générations. Il est un pont entre nos racines traditionnelles et les dynamiques de la modernité. Événement culturel majeur, le FEMUA attire à chaque édition plus de 4000 visiteurs en Côte d'Ivoire, un impact économique doublé d'un bilan social caractérisé par la construction de 14 écoles primaires Magic System à travers le pays. La 15e, dont le vice-président de la République a posé la première pierre, sera bâtie dans la région du Haut-Sassandra.
Les parlementaires de la francophonie sont à Brazzaville en ce moment pour la 16e conférence régionale de l'APF. Une réunion pour renforcer les synergies entre les sections africaines, échanger sur les bonnes pratiques parlementaires et réaffirmer le rôle essentiel des parlements dans le développement et la paix en Afrique. Les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire portent la voix de notre pays sur les enjeux politiques, économiques et sociaux du continent avec un accent particulier sur la promotion des valeurs diplomatiques. Le rapport de Sidonie Davila. Brazzaville devient pour 3 jours le carrefour du dialogue interparlementaire francophone. Placée sous le sceau de la diplomatie parlementaire, cette 16e conférence régionale de l'APF convoque les acteurs de premier plan de la francophonie parlementaire. 15 pays membres, plusieurs délégations de parlement et près de 10 sections de l'APF, cette édition 2025 se veut stratégique. L'avenir politique de notre continent tient en grande partie à notre capacité, nous les dirigeants politiques, à relever les défis persistants tout en exploitant les opportunités émergentes. Dans un tel contexte, notre Assemblée devra continuer de jouer un rôle de gardien attentif des pratiques démocratiques, des droits et des libertés, et surtout pour tenir compte des mutations politiques actuelles, essentielles pour le bien-être des populations. Procédant à l'ouverture officielle de cette 16e session de l'APF, le patron de cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, appelle à l'activation intense et plus influente d'une diplomatie parlementaire plus solidaire. C'est ici l'occasion de saluer les résultats obtenus tout au long des séminaires et ateliers. Ces avancées vont, j'en suis sûr, s'intensifier pour les biens de peuples d'Afrique, continent d'avenir. De même, devant les incertitudes et autres menaces des temps présents, les parlementaires que nous sommes devons être aux avant-postes de la lutte pour la paix, le développement et l'émergence. Il nous incombe, les uns aussi bien que les autres, de garder allumée la flamme de notre engagement. Comme le recommandait déjà le président Denis Sassou Nguesso en novembre 1997 au sommet d'Hanoï, République du Vietnam. Acteur historique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement avec la participation de ces 2 chambres parlementaires. Une présence forte incarnée par la présidente du Sénat, Kandia Camara, et le président de l'Assemblée nationale, Adama Piktogo. L'Afrique peut développer l'Afrique. Nous avons un continent qui est riche, nous avons un continent qui regorge de potentialités. Nous avons des ressources humaines de plus en plus qualifiées. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes bien formés qui sont un capital humain capable de développer l'Afrique. Nous sommes tous en quête d'une paix durable et d'une stabilité durable pour l'Afrique. Il n'est pas normal que ce soit l'Afrique qui soit toujours perturbée par ces secousses institutionnelles. Donc c'était une réunion très importante. Nous sommes une locomotive de la sous-région. Et que ce soit la présidente du Sénat ou moi-même, nous avons pris la parole et je crois que notre présence est clairement établie, mais le rôle que nous jouons est très important et plus que jamais, nous allons donc instaurer cette délégation de haut niveau à l'effet donc d'aller rencontrer les différents responsables de ces pays en crise. Les travaux de cette 16e conférence de l'APF s'annoncent denses. Pour la Côte d'Ivoire, c'est une opportunité de consolider son influence et de contribuer activement à l'avenir de la francophonie parlementaire. Et en République du Congo, dans la localité de Oyo, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, a transmis les condoléances du président de la République, Alassane Ouattara, à son homologue Denis Sassou Nguesso, endeuillé suite au décès de sa fille. Une démarche d'amitié et de fraternité dont témoigne Didier Nguessa. Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, reçoit en audience Kandia Camara, la présidente du Sénat, émissaire du président de la République, Alassane Ouattara, accompagné par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en République du Congo, Touré Koné Maman. Elle a adressé au nom du chef de l'État et du peuple ivoirien ses condoléances au président congolais, endeuillé suite au rappel à Dieu de sa fille,
Edna Fabienne Nguesso le 24 mars dernier. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, nous a chargé de venir exprimer sa compassion, toutes ses condoléances les plus attristées à son frère, le président Sassou Nguesso, qui vient de perdre sa fille Fabienne. Donc, dans cette circonstance douloureuse, il nous a chargé de venir lui apporter son réconfort et le réconfort de tout le peuple ivoirien. Et donc, nous avons profité de l'occasion pour rappeler les relations excellentes qui existent entre nos deux chefs d'État. À Oyo, le village natal du chef de l'État du Congo, situé à 402 km de Brazzaville, dans le département de la Cuvette, Kandia Camara a également partagé le chagrin et réconforté d'autres membres de la grande famille Nguesso. L'envoyé du président de la République, Alassane Ouattara, a déposé une gèbe de fleurs sur la tombe de la défunte, non sans formuler des prières pour le repos de son âme. Et on change de trajectoire et même de sujet pour le Massachusetts aux États-Unis, à Harvard et Olin College. Le ministre Adama Diawara conduit une mission pour impulser une nouvelle dynamique au sein de l'enseignement supérieur ivoirien. La délégation ivoirienne sonde le modèle de gouvernance universitaire et ministérielle de ces temples de formation de l'élite américaine et même mondiale. Voyons comment est orchestré cet échange académique avec Sephora Zegui et Zakaria Traoré. Boston, Massachusetts, berceau de l'enseignement supérieur américain et aujourd'hui, terre d'inspiration pour l'avenir de l'éducation en Côte d'Ivoire. Dans ce temple du savoir, deux institutions d'exception tracent les contours de l'avenir, Olin College of Engineering, laboratoire vivant d'une pédagogie disruptive, et l'université Harvard, temple de l'excellence académique et scientifique. Niché à Needham, à quelques kilomètres de Boston, Olin College réinvente la formation des ingénieurs. Ici, pas de cours magistraux classiques, les salles sont des laboratoires vivants, les professeurs des mentors et les étudiants, de véritables créateurs. Au cœur du modèle Olin, l'apprentissage par projet. Dès la première année, les étudiants créent des prototypes, codent des robots, conçoivent des systèmes durables, ils développent une pensée critique, un esprit d'équipe et une réelle autonomie. Une philosophie qui pourrait bien irriguer les campus ivoiriens. Nous avons été véritablement impressionnés par des méthodologies d'enseignement, de pédagogie innovantes. La méthode Olin College, qui est une méthode axée sur l'enseignement par projet. Et puis avec un fort impact sur l'humanité, l'enseignement d'autres disciplines, on va dire, de sciences molles, qui permet justement de renforcer les compétences de savoir-être de l'étudiant, qui sont des nouvelles compétences qui sont attendues dans le milieu socio-professionnel. Donc c'est des méthodologies d'enseignement sur lesquelles nous pouvons nous inspirer au sein de l'Institut. L'objectif de cette immersion est clair, créer un pont solide entre les universités ivoiriennes et ses centres d'excellence. À Olin, nous avons deux missions. La première est de développer une formation en ingénierie innovante et la seconde est de partager nos bonnes pratiques, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec le reste du monde. Nous sommes donc très heureux d'accueillir aujourd'hui une délégation de Côte d'Ivoire afin qu'elle puisse découvrir Olin College of Engineering, apprendre de notre expérience, mais aussi partager les défis et les initiatives intéressantes qui se développent dans leur pays et discuter ensemble des opportunités de collaboration pour l'avenir. Le voyage se poursuit à Harvard, une institution séculaire fondée en 1636. Dans ses laboratoires de pointe, les découvertes d'aujourd'hui façonnent les technologies de demain. L'idée pour le ministre Diawara est d'établir une connexion entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, favorisant la mobilité des talents et le partage de connaissances. Nous sommes venus pour plusieurs raisons. La première, c'est pour nous inspirer du modèle de Olin College. Inspiré d'abord de la gouvernance. Par exemple, je citerai le fait qu'ici, le président de l'université est choisi sur appel à candidature par le conseil d'administration de l'université. Également, au niveau des enseignants, les enseignants sont recrutés non pas en contrat à durée indéterminée, mais plutôt à durée déterminée. Et pour terminer, nous avons parlé de la possibilité de coopération entre nos institutions d'enseignement supérieur et Olin College.
Et là, il y a un protocole d'accord général que nous allons signer entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, le conseil d'administration de All In College. Et après, il y a des conventions que nos institutions vont signer avec All In College. On va commencer par l'INPHB de Yamoussoukro, ensuite les autres universités publiques certainement vont suivre. Cette initiative audacieuse du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'inscrit dans une vision à long terme, celle de bâtir un système éducatif et de recherche dynamique capable de répondre aux besoins des entreprises, mais également du pays et de contribuer au rayonnement scientifique de l'Afrique. Et voilà des méthodes académiques inspirantes pour l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Cap maintenant sur le secteur minier ivoirien. Les entreprises chinoises du secteur renforcent leur engagement envers les communautés locales. Une opportunité de développement avec ces entreprises qui s'intègrent dans l'économie ivoirienne. Reportage Jean-Marc Djadji. Un dîner d'affaires pour célébrer le Nouvel An chinois et renforcer la coopération économique entre la Chine et la Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur des mines. C'était un cadre d'échange afin de permettre aux acteurs du secteur minier ivoirien et chinois de pouvoir échanger sur des perspectives de collaboration, renforcer également les actions et les investissements directs chinois dans notre secteur. Cette rencontre a rassemblé des acteurs majeurs du secteur minier, des représentants du gouvernement, des investisseurs et des organisations professionnelles. Donc la collaboration entre les entreprises chinoises et les entreprises ivoiriennes dans le domaine des mines peut être avantageux pour les populations ivoiriennes dans le sens où les entreprises chinoises apportent leurs connaissances en matière de technologie aux entreprises ivoiriennes. Le conseiller technique au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a insisté sur la nécessité de mettre en relation les investisseurs chinois et les acteurs locaux. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas investi dans la technologie, alors donc on exporte notre minerai de façon brute. Et ce qu'on veut faire avec le ministre Mamadou Sangafoura, c'est que ces minéraux-là soient transformés avant d'être exportés. Pour Yi Shunzi, fondateur de l'association du Hunan de Côte d'Ivoire, intégrer les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle dans le secteur minier reste un enjeu. Il est crucial d'encourager le développement local, car les entreprises chinoises contribuent de plus en plus à ce processus. C'est la semaine de l'ENARC, l'école nationale de l'administration. Donc au sein de cette école, la réussite professionnelle est au centre d'une série d'activités qui marquent la fin de 2 années de formation pour la 59e promotion de cette école. Le récit de Ismaël Evra Déo et Régis Kofi. Top départ de la semaine de l'ENARC édition 2025 à l'école nationale d'administration. Une semaine riche en activités, ouverte par une journée inaugurale consacrée aux clés de la réussite professionnelle. Aux manettes de ce partage d'expérience, les élèves de la 59e promotion. Nous entendons porter les valeurs de solidarité, de discipline et de travail dans tout ce que nous allons entreprendre comme différentes tâches et missions à nous confier par l'État de Côte d'Ivoire. Face aux élèves, un érudit, Youl Sanson François, directeur général des marchés publics. Il livre à ses futurs administrateurs les secrets d'une carrière réussie. Une carrière se construit par les aptitudes qu'on a au travail, par les actions qu'on pose, et elle se construit par les choix que nous faisons. Nous leur disons de faire de très bons choix, nous les appelons à la résilience et surtout à l'espoir. Par la voix de son représentant, le ministre Léon Kakou-Adom, le parrain de la promotion, rassure ses filleuls quant à son soutien dans cette nouvelle étape de leur vie. Je vous encourage donc à poursuivre sur cette voie, à continuer à apprendre, à vous surpasser et surtout à garder en vous cette flamme de passion et du service public. La clôture des activités est prévue pour le 25 avril 2025 avec à la clé la sortie officielle de 672 nouveaux élèves fonctionnaires prêts à rejoindre les rangs de l'administration publique ivoirienne.
L'actualité de nos régions avec la ville de Daloa où on déclare la fin du désordre urbain. La municipalité se lance dans une lutte contre les stationnements anarchiques et les marchés improvisés et tous s'y mettent, autorités locales, transporteurs et même les commerçants. Des actions pour une ville mieux structurée. On en parle avec Godfrey Okambawa. Mauvais stationnement, marché improvisé, occupation anarchique de la voie publique. Pour y remédier, la mairie de Daloa lance l'opération de lutte contre les occupations anarchiques. Nous avons décidé de lancer un message fort à l'endroit des populations, à l'effet que Daloa change totalement de visage. Nous devons avoir une ville qui va. Nous devons avoir un esprit conforme à celui qui est de la vision du président de la République et avoir une ville émergente. L'objectif est clair, réorganiser l'espace public, fluidifier la circulation et garantir la sécurité de tous. Pour accompagner cette transition, la commune engage des actions. Installation de panneaux de signalisation, la verbalisation et la fourrière pour les récidivistes. Quant aux installations illégales, elles seront démantelées. Les transporteurs, premiers concernés, s'engagent à respecter les nouvelles règles. Le conseil que je peux donner aux transporteurs de Daloa, c'est le respect du code de route, c'est le respect de ce que la municipalité va nous dire. L'un des combats du gouvernement aujourd'hui, c'est de lutter dans le milieu du secteur du transport contre l'incivisme routier. Aujourd'hui, nous avons assisté à cette importante cérémonie. C'est véritablement une joie pour nous que les collectivités territoriales s'impliquent dans cette lutte. Avec l'arrivée annoncée de la Sotra avant la fin de l'année 2025 et des taxis communaux, la voirie récemment réhabilitée, la ville de Daloa se prépare à entrer dans une nouvelle ère de son développement. Dans la ville de Bondoukou, les compétences sont plébiscitées par le mouvement. Des jeunes leaders éclairés ensemble, ils définissent un plan de développement pour la sous-préfecture de Bondo. Le reportage de Herman Yamia. Kazimi Kwame Investi, président du mouvement des leaders éclairés du Zanzan, en présence des présidents des jeunes et des femmes des 5 sous-préfectures de la circonscription 074 que sont Laoudiba, Sapli Pingo, Taoudi, Yezimalaï Bondo, il s'est engagé à mener des actions de concert avec tous les fils et filles de la localité pour favoriser le développement de la région. Le développement n'est pas fait pour une seule personne. Le développement est fait à tous. Alors nous appelons tous les cadres qui hésitent toujours et qui ont peur d'aller chercher le développement, de venir nous unir avec nous, avec les leaders éclairés de Zanzan, pour qu'ensemble nous essayons d'apporter notre pierre à l'édifice pour notre circonscription 014, mais encore plus pour la région du Gontogo et dans le district de Zanzan. Kazmi Kwame a plaidé auprès du président de la République à cette occasion afin que la circonscription 074, qui est l'une des plus vastes du pays, avec ses 5 sous-préfectures, soit érigée en département. Ailleurs, on voit 3 sous-préfectures érigées en département. Et ici, nous demandons, c'est notre doléance que nous allons faire auprès du président de la République, au ministère de l'Intérieur, de jeter un regard à compatissant sur notre circonscription. Le sous-préfet de Bondo a salué cette initiative avant d'exhorter l'ensemble de la population à prôner l'union et la solidarité afin de relever le défi du développement. Le gouvernement se réjouira toujours de voir les fils se donner la main, se parler, s'unir et parler d'une même voix pour converger vers le développement. Le mouvement des jeunes éclairés du Zanzan a bénéficié de la bénédiction des chefs traditionnels de la localité avec à leur tête le roi de Koulango, Sa Majesté Lango II. Et nous restons dans nos régions où l'effervescence monte à l'approche de la Pâques. Les ressortissants du Grand Centre s'apprêtent particulièrement pour Paquinou. Les gares routières sont le théâtre de départs successifs pour des retrouvailles familiales et culturelles. Un air de Paquinou en cette semaine pascale depuis Boaké. Gervais Kwasi et Kader Sogodogo nous racontent. Boaké, gare de Béoumi. De Divo où elle vit avec son époux planteur, Dame Gisèle Aïa aura parcouru 250 km pour regagner ce lieu avant d'emprunter ce véhicule de type pique-nique pour se rendre à Afotobo, à environ 48 km dans le département de Béoumi. Le voyage n'est pas encore terminé. Le reste du trajet se fait à moto. Un peu plus de 3 km et nous sommes à Asakra. Une fois dans son village natal, Gisèle Aïa est accueillie par les siens.
Que ne ferons-nous pas pour ne pas se faire compter Pakinou? Et oui, vous l'avez compris, Gisèle Aya est au village pour vibrer au rythme de Pakinou. Je suis venue au village, j'ai vu mes soeurs, mes mamans. En tout cas, je suis très contente de les voir. Mes grands-mères, mes grands-pères, tout cela. Et en même temps, elle invite toutes les personnes qui ne viennent pas au village, elle les invite à venir afin qu'ils puissent se réunir et fêter la fête ensemble. Les différentes gares de Boaké qui desservent les villages commencent à refuser du monde en cette période de Pakinou, comme c'est le cas ici à la gare de Brobo. Moi, j'ai quitté à Divo pour venir à Brobo. Maman, elle est ici à partir de regarder maman. Parce qu'on dit les baoulés quand ils sont en Pâques, les femmes sont chercher garçons, les garçons sont chercher femmes. Vous partez faire quoi en Pâques? Moi, en Pâques, la mère est venue là. Maman, elle est ici. Elle est vieille, elle est ici. C'est lui, c'est elle est ici. Après ça, moi, dis-moi, regardez maman. Mon mari, elle est là-bas. Je ne peux pas chercher un garçon ici encore. Je suis quitté à Gagnoua à Brobo pour aller fêter Pâques nous. Si toi, tu n'es pas venu au village, tu ne connais pas tes parents. Souvent, tu peux te croiser tes parents quelque part. Ce que tu ne dois pas faire, lui, tu vas faire. Les transporteurs se frottent les mains. Le moment est idéal pour se faire de l'argent. Alhamdulillah, ça marche. Avant là-bas, il y avait moins 20 départs par jour, mais présentement, puisqu'on a dépassé jusqu'à 30 maintenant, 30 à 40 maintenant à l'heure là. À partir de ce vendredi, l'affluence va tripler, voire quadrupler. Nous fait-on dire. Oui, Pakinou est arrivé. Le grand centre ouvre ses bras à tous ses enfants. Certains étaient en mascotte, d'autres, fonctionnaires ou employés, regagnent leur village respectif pour parler de développement, pour se retrouver et festoyer en famille ou entre amis. Voilà un air de Pakinou en ce début de semaine, une belle saison de retrouvailles familiales mais aussi culturelles. Et notre culture a d'ailleurs été exposée au vernissage Femmes Osées, une exposition de talentueuses artistes féminines présentées dans ce reportage d'Assit Andiera. Des masques, des tableaux et une dizaine d'objets d'art sont exposés ce soir au public à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'exposition Femmes Osées, un événement culturel qui vise à rendre hommage aux artistes féminins, mais surtout à valoriser la culture ivoirienne et africaine. Une rencontre initiée par la Fondation Fatou Sylla et un label de musique. Alors l'objectif derrière, c'est d'accompagner la culture, mettre en herbe et à la lumière une certaine jeunesse pétrie de talent, qui peut avoir des artistes chanteurs, des peintres, des sculpteurs, etc., etc. L'idée était de mettre en avant un profil de femme forte pour inspirer les jeunes générations à l'entrepreneuriat et aussi à l'art contemporain africain. C'est un grand plaisir pour moi parce que moi je suis dans l'art et comme je veux que les femmes s'intéressent beaucoup à l'art. Comme moi-même, ça fait plus de 60 ans que je suis dans l'art. C'est magnifique. L'art nourrit son homme. L'exposition a conquis le cœur des invités. En tout cas, la cérémonie, c'était une belle cérémonie. J'ai passé un bon moment dans la cérémonie avec mes filles. J'ai aimé les œuvres exposées. Même l'hippopotame en Jean coffre, vraiment c'était bien. Cette rencontre a été marquée par une vente aux enchères, une remise des tableaux et la célébration des 90 ans d'anniversaire de Fatou Sylla, première femme entrepreneur du Côte d'Ivoire. Et du sport à présent avec le résumé du match Côte d'Ivoire-Maroc dans le cadre de la CAN des U17. La sélection nationale des moins de 17 ans s'est pliée face au Maroc en demi-finale de la CAN des U17. Un match qui s'est achevé sur le score de 4-3 lors des tirs au but. Les Lionceaux de l'Atlas affronteront en finale les Aiglons du Mali. Le résumé du match par Jean-Sylvain Risso. Les éléphants ne disputeront pas la finale de la CAN U17. Face au pays hôte, le Maroc, les gamins de Basiliki Diabaté se sont pourtant montrés costauds dans le jeu. Ils auraient pu mener au score avant la pause, mais Alinou Haïdara a perdu le duel face au portier marocain. C'est finalement au tir au but que les Lionceaux du Maroc s'imposent, 4 tirs contre 3. Beaucoup de déceptions parce qu'on n'a pas voulu s'arrêter là, mais Dieu a décidé autrement. Mais nous sommes fiers aussi de notre parcours et je crois que cela va nous forger, pourquoi pas revenir plus fort dans les prochaines années.
J'ai de la peine parce que je pense que cette équipe avait de la qualité. Cette équipe avait le potentiel d'aller plus loin. D'ailleurs, dans le match, si vous regardez, je suis encore plus de peine parce que j'étais en train de regarder les actions. Mais on a eu 3 occasions nettes de but, 3 occasions indiscutables qu'on n'a pas su concrétiser dans le jeu. Eux, ils en ont eu, je crois, juste une seule. Donc si on s'appuie sur le match en lui-même, on aurait dû le tuer et puis passer. Après, on va au tir au but, mais le tir au but, c'est la loterie. C'est la loterie, mais en plus, là, notre gardien nous ramène 2 fois dans le jeu et on n'arrive pas à concrétiser. Bon, la conclusion, c'est qu'on n'était pas à la hauteur, que les Marocains méritaient de gagner cette demi-finale. Le Maroc disputera sa finale samedi prochain face au Mali, tombeur du Burkina Faso, 2-0. L'actualité internationale à présent avec la France et l'Algérie qui sont au bord de la rupture alors que les relations semblaient se reconstruire fin mars. On fait face à un regain de tension. Emmanuel Macron a décidé d'expulser 12 agents consulaires algériens en réponse à une mesure similaire de l'Algérie prise dimanche. Le président français a aussi fait savoir qu'il avait rappelé pour consultation l'ambassadeur de la France à Alger. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous présenter cette édition. Je vous souhaite un bel après-midi sur RTI 1 à 18h et 20h. Retrouvez Marie-Laure Goran pour une autre messe de l'actualité sur RTI 1.